Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Ce décryptage nous propose une plongée fascinante et méthodique dans la mécanique du système d'asile français. Un système que les documents sources n'hésitent pas à qualifier de vaste façade trompeuse. L'idée ici, c'est vraiment de s'appuyer sur des données précises pour comprendre comment une véritable industrie de l'ombre fonctionne au quotidien et surtout l'impact financier bien réel que cela représente pour les contribuables. C'est une analyse passionnante qui met en lumière un écart immense entre la théorie et la pratique. Alors, arrêtons-nous un instant sur ce mot Potemkin. C'est un terme très fort choisi par le rapport. À l'origine, ça désigne une construction illusoire, bref, un décor de cinéma. Et c'est exactement la thèse des sources étudiées. Nous avons un système qui a l'air de parfaitement fonctionner sur le papier, avec ses règles, ses tampons, ses procédures, mais qui, en coulisses, opère de manière totalement différente pour masquer une réalité beaucoup moins reluisante. Pour bien comprendre comment on en arrive là, voici le cheminement de notre analyse. On va d'abord s'intéresser à cette fameuse façade Potemkin, puis au réseau d'entrée illégale, avant de regarder les vrais chiffres d'application des lois. Ensuite, on parlera du coût pour les contribuables, on fera un détour par l'Allemagne pour comparer, et on terminera sur la question de la volonté politique. C'est parti. Première partie donc, la façade Potemkin ou la dénonciation de ce système trompeur. Et tout de suite, la deuxième partie, les réseaux d'entrée illégale. Comment est-ce qu'on entre dans ce système, concrètement? Eh bien, l'enquête détaille un processus logistique extrêmement bien huilé en 3 étapes. Et c'est là que c'est intéressant, parce que ça commence souvent par une illusion de légalité. La première étape, ce sont les visas saisonniers obtenus en Europe de l'Est pour du travail agricole, par exemple. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'entrée en scène d'un réseau souterrain impliquant des passeurs clandestins qu'on appelle le réseau Dunki. Enfin, la troisième étape, c'est le passage physique et illégal sur le territoire français par voie terrestre, un véritable pipeline. Et c'est fou de voir à quel point les réseaux routiers ouverts de l'espace européen sont exploités par ces intermédiaires. Les sources montrent que ces passeurs profitent des moindres failles pour faciliter les passages par la route jusqu'en France. En fait, de simples autoroutes se transforment en de gigantesques canaux d'entrée non contrôlés. Ce qui nous amène à notre troisième point, le taux d'application microscopique. Et attention, les chiffres sont frappants. Gardons bien ce premier nombre en tête. 96 002, c'est massif. C'est le volume total des entrées illégales et des demandes d'asile enregistrées sur une fenêtre précise de 6 ans entre 2018 et 2024. Ça donne vraiment la mesure de l'effort administratif initial que le système doit fournir pour traiter tout le monde. Mais le vrai choc de ce rapport, c'est le contraste dramatique avec ce deuxième nombre, 495. Sur plus de 96 000 demandes traitées, il n'y a eu que 495 expulsions effectives. Le décalage entre les gens qui entrent dans le système et ceux qui en sortent vraiment est tout simplement abyssal. Pour mettre ça en perspective, cela représente un taux d'application de la loi de 0,5%. Oui, un demi-pourcent. Autrement dit, 99,5% des individus restent en France. L'analyse conclut que le système ne tranche pas vraiment et surtout n'applique pas ses propres décisions. Son rôle principal semble être de prolonger indéfiniment la procédure. En résumé, la machine administrative tourne à plein régime, elle mobilise des ressources incroyables pour traiter des dizaines de milliers de dossiers, tout ça pour un résultat d'application proche du néant absolu. Selon les auteurs, on gère le retard, on ne résout rien. Et forcément, cela soulève notre quatrième point, le fardeau pour les contribuables. Parce que pendant que ces dossiers stagnent pendant des mois, voire des années, sans aboutir à des expulsions, la facture, elle, continue de grimper. Les rapports listent des dépenses considérables, des années d'entretien bureaucratique à financer, l'aide juridictionnelle totalement gratuite prise en charge par l'État pour les recours, et bien sûr des hébergements de long terme très onéreux, comme des nuits d'hôtel continues, financées par l'argent public, même quand les demandes sont officiellement rejetées. Le constat des sources est un déséquilibre flagrant. D'un côté, on a cet investissement massif, constant d'argent public. Et de l'autre, des résultats inexistants sur le terrain. C'est l'essence même de leur théorie du système Potemkin, une machinerie judiciaire extrêmement coûteuse, mais qui tourne à vide. Du coup, l'enquête pose cette question centrale, un peu provocatrice, mais tellement logique. Quel est l'intérêt de financer ce long drame juridique à coups de millions si à la fin, l'issue, c'est-à-dire le renvoi après un rejet, n'est presque jamais appliquée? C'est là qu'on passe d'un simple problème d'administration à une vraie question de finalité. Et pour savoir si on peut faire autrement, passons à la cinquième partie, la comparaison avec l'Allemagne. C'est toujours très instructif d'avoir un groupe témoin. Le rapport met en parallèle la méthode française, qu'ils appellent le drame, avec la méthode allemande, qualifiée de réalité. En France, on a vu quasi aucune expulsion, des frontières jugées poreuses et souvent l'excuse des contraintes de la Cour européenne des droits de l'homme, la fameuse CDH.
En face, l'Allemagne met en place des vols d'expulsion toutes les semaines, maintient des contrôles stricts et bloque immédiatement les entrées à la frontière. Et l'impact de ces politiques est direct et surtout quantitatif. D'un côté, la France subit une augmentation constante des nouvelles demandes. De l'autre, l'approche stricte de l'Allemagne a provoqué une chute spectaculaire de 38% de leurs demandes. On voit bien que des décisions politiques différentes produisent des effets totalement opposés sur le terrain. Pour les auteurs du rapport, le cas de l'Allemagne est la preuve irréfutable qu'agir avec fermeté donne des résultats immédiats. Ça vient complètement contredire l'idée souvent entendue selon laquelle la France aurait les mains liées et qu'aucune autre gestion ne serait possible en Europe. Ce qui nous mène naturellement à notre 6e et dernière partie, une question de volonté. La conclusion de ces documents est sans équivoque. Ce système de façade en France, il ne perdure pas parce qu'on serait condamné à subir les lois européennes sur les droits de l'homme. Non, les sources affirment que c'est dû à un manque chronique de volonté politique au sommet de l'État. Les outils existent, l'Allemagne nous le prouve, mais c'est la décision même de s'en servir qui manque à l'appel. Le rapport lance d'ailleurs cet avertissement très clair, je cite, tant que la réalité ne sera pas acceptée et que des politiques strictes ne seront pas appliquées, ce drame potemkin financé par les contribuables se poursuivra. C'est un appel assez urgent à sortir de l'illusion bureaucratique. Alors, on termine sur cette réflexion. La réalité finira-t-elle par être acceptée pour qu'on applique des politiques strictes, ou ce drame Potemkin financé à perte est-il destiné à tourner en boucle encore et encore? On a vu les réseaux clandestins, on a vu ce taux d'expulsion de 0,5%, et on a vu le gouffre financier que cela représente. L'avenir dépendra vraiment de la direction politique qui sera choisie face à ces faits têtus. Merci d'avoir suivi cette explication jusqu'au bout, en espérant que ça vous a donné, que cela a apporté un éclairage nouveau sur un sujet aussi complexe et crucial.